Le bonjour, bienvenue dans cette 12e vidéo consacrée à la SDL. Alors, la dernière fois, on avait un paysage, on avait un plane qui se déplaçait de gauche vers la droite de façon cyclique. Donc, je vous remets la chose en place en mettant un petit 2F5. Voilà, donc on a un petit plane qui se déplace de gauche à droite avec une vitesse soit définie en pixels, soit définie en pixels et en utilisant le temps qui s'écoule. Alors, il est bon ton toujours de s'arrêter un petit peu et de regarder un peu ce qu'on vient de faire. Si voilà, ne pas se dire ouais je suis le champion du monde de la programmation, non. Regardons un petit peu, regardez ce qu'on a fait. Et puis essayons de critiquer ce qu'on a fait. Bah déjà il y a un truc qui me choque moi, vous ça doit vous choquer aussi parce que vous êtes plus intelligent que moi, c'est qu'on a du code qui ressemble beaucoup. Vous voyez, donc pour créer le paysage et le plane, en fait il n'y a pas énormément de code différent à part ce display format, mais c'est quasiment la même chose. Donc là en fait on a deux objets et pour les construire on a utilisé quasiment les mêmes lignes de code. On va reproduire les mêmes lignes de code comme ça à chaque fois. Non, c'est pas une bonne idée ça. Bon, première chose. Deuxièmement, si on avait un seul écran à faire, bah pourquoi pas, on pourrait faire comme ça, oui, on a un seul écran, on va pas se prendre la tête, on va faire l'écran dans le main, on va créer les acteurs dans les points H et dans les points C, tous les acteurs possibles ils auront un point H, un point C, je vais les appeler dans mon acteur et ça roule. Sauf que moi, je voudrais avoir plusieurs écrans, je voudrais un écran d'introduction, voilà, qui présente les choses aux personnes, un écran de jeu, là où vraiment les choses se passent, et puis un écran de conclusion. Déjà, vous avez trois écrans à gérer, où je vais mettre ça dans mon main. Donc, deuxième chose, un petit problème. Troisièmement, eh bien, là, on met un peu les choses un peu n'importe où. Je m'explique. Dans mon acteur, il y a à la fois des screens, des rectangles de screen, des rectangles de paysages, des events, des c'est pas bon ça, c'est pas bon. Ce qui serait bien, les amis, c'est de mettre les choses à leur place. Je m'entends. C'est quoi une fenêtre de jeu? Partons de la fenêtre de jeu, d'accord? Ce sera plus simple. C'est quoi une fenêtre de jeu? Bah, une fenêtre de jeu, c'est un screen, d'accord? C'est un event pour gérer les événements clavier. C'est un running pour savoir si on a fini ou pas, si on a cliqué sur la fenêtre. Et puis c'est des rectangles, d'accord? Donc une fenêtre de jeu, c'est un screen, des rectangles, des events et des paramètres plus ou moins ce que tu as cliqué là, ce que tu as cliqué ici, d'accord? Bien. Ça c'est la fenêtre de jeu. Et bah, ce qui serait bien et intelligent, c'est de mettre tout ce paquet dans une boîte par exemple. Et cette boîte, on l'appellerait stage, par exemple, scène. D'accord? Et bien, cette boîte en C, ça s'appelle une structure. Ma petite figure, là, mon plane, par exemple, ici. Et pardon, dans ma fenêtre, dans mon écran de jeu, il peut y avoir une image de fond, il peut y avoir de la couleur de fond. Donc là, dans cette boîte que j'appellerais ma fenêtre de jeu, on pourra en plus y mettre la couleur de fond qu'on veut et l'image de fond qu'on veut. Mon petit plane qui se déplace, eh bien, dans les jeux, on appelle ça un sprite, d'accord? Et bah, ce sprite, qu'est-ce qu'il a besoin, lui? Il a besoin d'une figure, d'accord? Donc un fichier, en général un PNG, un JPEG, donc il y a une figure. Il a besoin d'un rectangle, il a besoin d'une vitesse en X, d'une vitesse en Y, il a besoin d'un état. Alors pourquoi un état? Bah, prenons le plane. Un moment, il est vivant, donc il vole cool, et puis à un moment, il va rencontrer des obstacles, et ben, il va passer en mode explosion. Donc il a des états, d'accord, des states, des états. Et bien tous ces variables-là, au lieu de les mettre en paquet dans acteur, ici, vous voyez, on va créer sa propre boîte, d'accord, sa propre structure du sprite. Et bien ceci, c'est ce que j'ai fait dans une bibliothèque que j'ai créée pour cette occasion, une bibliothèque que j'ai appelée Game Engine, évidemment, elle sera disponible. Donc ici, vous avez les deux fichiers GameEngine.h et GameEngine.c. D'accord? Alors, je vous invite à aller regarder un petit peu ce qui se passe dans ce GameEngine.c. Évidemment, vous allez avoir peur parce que GameEngine.c, allez, si je défile, il y a quelques lignes de code. D'accord? Bon, il y en a quelques-unes. Et voilà, je m'arrête voilà, à peu près là. Évidemment, si vous modifiez une de ces lignes-là, et ben les choses peuvent se passer pas très bien. Donc je vous conseille vivement, si vous utilisez bien sûr ce Game Engine, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez bien sûr faire à votre guise. Si vous utilisez ce Game Engine, il faut bien sûr éviter de modifier quoi que ce soit, ou bien de le modifier mais que ça marche, d'accord? Donc le point C, on va vite l'oublier parce que ça va plus nous poser des problèmes. Donc on va surtout s'attacher au GameEngine.h. Donc le GameEngine.h, en fait c'est un leader, c'est un fichier d'entête. Donc je pense que vous avez l'habitude d'en C. On crée des fichiers en tête qui ont pour fonction principale de définir quelles seront les fonctions ensuite qu'on aura dans le GameEngine.c. Donc le GameEngine.h, c'est en sorte
c'est le mode d'emploi de mon fichier, si vous voulez. Donc là, deux trucs très importants, hein. À l'édition de lien, s'il n'a pas rencontré le Game Engine, eh ben, il va l'importer maintenant dans mon exécutable, mais si le Game Engine a déjà été utilisé, il ne va pas le réimplanter. Donc grâce à ces deux commandes préprocesseurs, donc si Game Engine #include n'existe pas, donc c'est ça que ça veut dire if no define, s'il n'a jamais rencontré ce mot-là, il va inclure ce fichier dans l'exécutable. Sinon, donc s'il n'a pas rencontré, donc il va faire. De fait, la première chose qu'il va faire en récupérant ce fichier, c'est qu'il va positionner le GameEngine.h. Cette fois, il existe. Donc la prochaine fois qu'il va voir ce fichier qui va arriver, et ben comme il l'a déjà eu en mémoire, il ne va pas le réimplanter à nouveau dans l'exécutable. Donc pensez à bien mettre ces deux fichiers, enfin ces deux commandes préprocesseurs pour éviter les inclusions récursives, disons. Alors je ne vais pas m'attacher trop à vous expliquer trop là. Donc là, on va importer ce qui est important, c'est-à-dire la SDL, l'image, le TFT, le mixeur. Alors, autant initialiser, et ben autant utiliser ma librairie pour initialiser directement mes fonctions. Donc j'écris une fonction qui s'appelle GE comme Game Engine _init. Donc moi, dans mes fonctions que je vais utiliser dans la SDL, je n'aurai pas besoin de faire des SDL init. J'aurai juste à vous dire, ok, je prends ma GameEngine.h et dans ce GameEngine.h j'ai une fonction qui s'appelle GEinit qui va m'initialiser ma bibliothèque. D'accord ? De même, je vais quitter ma bibliothèque en faisant GEquit, donc GameEngineQuit. Donc grâce à ces deux petites fonctions, j'ai plus besoin de savoir qu'il faut initialiser et comment initialiser ma SDL, ça va se faire automatiquement via ces deux fonctions. Alors à un moment donné dans votre jeu, il est probable que vous ayez besoin de nombres aléatoires. D'accord ? Eh bien, alors je me suis fabriqué une petite fonction qui va me délivrer ici en sortie un entier. Donc je l'appelle GE, rand comme random, aléatoire. Et pour ça, vous donnez une valeur minimum, une valeur maximum, donc les intervalles min et max, il vous donnera une valeur aléatoire entre ces deux intervalles. Voilà, ça vous évite de vous prendre la tête à créer vous-même vos fonctions aléatoires. Donc là, je passe parce qu'on en parle après. Et tout de suite, alors on va parler du premier objet dont on va avoir besoin, c'est le stage. Dans ce que je vais commencer à déjà en parler. Alors, le stage, c'est quoi? J'écris une structure, tout simplement, que j'appelle stage. Donc stage, scène en anglais. D'accord? Scène de théâtre, de cinéma ou d'autres. Eh bien, ce stage, cette structure stage, qu'est-ce qu'elle va avoir à l'intérieur? Eh bien, évidemment, vous allez retrouver des choses que vous connaissez déjà. Évidemment, je vais retrouver un screen. Et logique. Je vais retrouver une image de fond, donc un background image. Par exemple, nous, c'était le paysage. Je vais récupérer, bien sûr, un rectangle. Je vais avoir besoin d'action. Donc, je vais avoir récupéré un event, donc un SDL event. Mon stage, donc ma fenêtre de jeu, peut, par exemple, avoir une couleur unie. Je n'ai pas besoin d'image. Je veux juste la colorier en jaune, en bleu. Eh bien, autant récupérer dans le stage, donc dans la structure même, on va y coller un UI32, vous vous souvenez, que j'appelle background color. Évidemment, il aura besoin de running et de pas running. Donc là, en fait, je viens de transférer ce que j'avais fait dans le main.c dans une structure à demeure, une structure qui s'appelle stage. D'accord? Alors, je passe vite les fonctions. Il faudra créer ce stage. Donc là, je vous expliquerai la prochaine fois comment faire. Comment créer le stage? Eh bien, vous lui passez la dimension X, la dimension largeur hauteur de votre fenêtre, et vous lui passez le titre que vous voulez y mettre à votre fenêtre. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer en mémoire ce fameux stage et il vous renverra le stage via le stage pointé ici. D'accord? Donc vous allez créer votre stage en précisant la largeur, la hauteur, le titre que vous voulez. Lui, il va se débrouiller tout seul, qui lui, mon objet qui s'appelle stage, il va se débrouiller, il va demander à l'OS de la mémoire qui va allouer. Et cette mémoire-là, quand elle sera allouée, il va vous donner ce résultat dans une variable qui sera donc disponible pour vous, qui s'appelle stage pointé. Il faudra bien sûr à un moment donné rendre cette mémoire, et bien il faudra appeler la fonction dispose en lui passant quoi? Et bien votre stage, mais via le stage pointé ici, d'accord? Il faudra démarrer le stage, pour que le running commence à 1. On pourra arrêter la fenêtre, d'accord? Par plusieurs process. Entre autres, là, on va faire stop. Et bien, stop, on va passer le running à 0 et du coup, il va s'arrêter. On pourra regarder si le running est à 1 ou à 0. On pourra, via le process event, voir si on a cliqué à gauche, si on a cliqué à droite, si on a eu la touche enfoncée. Et il va vous renvoyer un SDL event qu'on pourra ensuite utiliser plus tard dans nos fonctions. J'écris une fonction qui s'appelle load image from file. Donc, je crois que c'est clair. Si vous voulez mettre une image en tâche de fond de votre fenêtre, vous appelez cette fonction qui s'appelle load image from file. Qu'est-ce que vous lui passez? Eh bien, votre stage, et vous lui passez dans une chaîne de caractères
le chemin d'accès à cette image, si vous voulez. Il faudra dessiner la fenêtre, donc il faudra faire une fonction render. Il faudra flip pour remettre à jour à partir de la mémoire, et on pourra stipuler ici l'image, la couleur de la fenêtre, en précisant quelle fenêtre on a, en précisant les 3 couleurs RGB. Et on pourra de fait également récupérer le screen pour la passer à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse dessiner. Vous voyez, on a une structure stage qui possède un screen, une image de fond, des rectangles, des events pour détecter des actions clavier, souris et autres, une image de type color, donc une couleur de fond. Si on ne veut pas mettre d'image, on va juste mettre une couleur de fond, noir, bleu, jaune, peu importe, et le paramètre unique, vous vous souvenez, pour faire une boucle while. Donc là, vous voyez, j'ai tout cadencé dans une même boîte. Dans cette boîte-là, il y a tout ce qu'il faut pour ensuite l'utiliser. Et puis, il y a encore un autre objet qui est très très important, que j'appelle Sprite. Donc là, il est assez conséquent, mais vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Donc de ce Sprite, qu'est-ce qu'on va faire? On crée une boîte Sprite. D'accord? Dans cette boîte, qu'est-ce qu'on y met? Eh bien, on y met une image qu'on va ensuite récupérer. Alors, toutes les images qu'on va manipuler, lui, le sprite, lui, le stage, est assez intelligent pour les convertir au bon format. Donc, vous avez pu vous prendre la tête à savoir si c'est convertible ou pas. Il va le faire automatiquement. Donc, toutes les images que vous allez manipuler seront de façon interne déjà mis au bon format. Pour se dessiner, on va lui passer l'adresse du screen, parce que le screen, on en aura besoin pour se dessiner. D'accord? Il a besoin d'un rectangle, mon sprite. Il a besoin d'une vitesse X, il a une vitesse Y, il a besoin d'un état. Est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es en train de bouger? Est-ce que tu es en train d'exploser? D'accord? On a aussi, bon là je lui ai passé le temps qui court, peut-être qu'il aura besoin à un moment donné de savoir le temps qui passe. Dans cette fonction-là, on va lui passer la direction de votre objet, donc l'objet va se déplacer selon un vecteur et selon une direction. Et bien là, vous préciserez la direction via un cercle trigo, vous vous souvenez du cercle trigo. Donc si je mets 0 degré ici, il va se déplacer selon le X positif. Si je lui mets 90 degrés, il va se déplacer selon le Y positif. Si je lui mets 180 degrés, il va se déplacer selon le X négatif, donc plutôt vers la gauche. Et si je lui mets 270 degrés, il va plutôt vers le bas, d'accord, le Y vers le bas. On va stipuler également une vitesse, mais cette fois en module, d'accord? Donc on va, pour qu'il bouge, soit je passe par dx, soit dy, soit je passe par la direction que je désire et par la vitesse que je désire. Donc là, ça semble un peu difficile à comprendre, mais quand on utilisera vraiment ce sprite, vous verrez l'utilité. Ce sprite, on peut également lui mettre du son. Parce que j'ai créé une structure son, et bien on peut lui accrocher du son. Donc là, j'oublie pour l'instant de vous parler de ces paramètres-ci, on en aura besoin plus tard. Et bien c'est comme le sprite, comme le stage, pardon, le sprite, il faut le créer. Et bien comment crée-t-on? On a une fonction qui dit sprite create. Voilà, on va créer un sprite qui vous renverra ensuite ici, d'accord? On va lui passer quoi? On va lui passer le screen pour qu'il sache dans quel écran il va s'afficher. Comme ça, on lui passe l'écran, le sprite sait dans quel écran à quel écran il appartient, et le fait il sait se dessiner dans cet écran. Et vous lui passez ici la liste, la chaîne de caractères du chemin pour accéder à mon fameux PNG, JPEG, etc. J'ai besoin de dispose mon sprite, j'ai besoin de le positionner à un endroit de ma fenêtre, donc je ferai set position. Alors les amis, quand vous voyez set, c'est pour action, donc set, et quand vous voulez récupérer des informations, c'est des get, donc des set heures et des get heures. Donc set, c'est pour positionner un des paramètres de mon sprite à une valeur donnée, et get, je récupère quoi? Par exemple ici, je récupère l'état de mon sprite ici dans un entier, d'accord? Donc quand vous voyez set, c'est pour positionner, get, c'est pour récupérer. Et puis j'en ai plein, par exemple, je peux mettre la direction que je veux, la vitesse que je veux, je peux obtenir la direction, je peux obtenir la vitesse, je peux positionner le sprite en X, en Y, le top. Alors le top c'est bien parce que de fait, comme maintenant c'est moi qui crée mes fonctions, je vais créer une fonction qui va positionner le côté Y en haut de mon rectangle, qu'on appelle le top. De fait, je n'ai pas besoin de recalculer le Y. Si je dis, voilà, mon sprite en top, il est à 2 pixels. Et bien, mon top, il sera en 2 pixels. Donc, le top, c'est l'arête supérieure de mon rectangle. Le bottom, c'est l'arête inférieure, en Y, évidemment. Le left, c'est en X, le côté gauche de mon rectangle. Right, c'est mon côté en X, bien sûr, le X, le paramètre X, de mon côté droit. Mais également, je peux définir et obtenir le centre de mon rectangle. Je peux positionner les 4 arêtes et le centre que je veux. On verra un petit peu plus tard, c'est parfait. Voilà. Donc grâce à ce panel de petites fonctions,
qui seront à disposition, je peux maintenant utiliser ma Game Engine dans mon projet. Comment? Eh bien ça on le verra la prochaine fois. Merci de votre écoute et à très bientôt.